Monsieur le Président, cher Julien, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, Mesdames et Messieurs les architectes, Mesdames et Messieurs, l'inscription en réalité du programme engagé pour la qualité du logement de demain à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine est désormais en réalité une longue tradition. Et je suis très honoré d'ouvrir à tes côtés, cher Julien, ce 5e workshop. Permettez-moi et permets-moi de t'adresser mes plus sincères félicitations à l'occasion de ton arrivée à la présidence de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et te remercier également car dès tes premières heures à la Cité, nous avons pu mettre en place et partager un programme de travail autour de Quartiers de demain, le programme du président de la République, le concours d'architecture et d'urbanisme Europan et bien sûr engagé pour la qualité du logement de demain qui nous rassemble aujourd'hui. Ce programme en réalité vise très concrètement à faire dialoguer deux héritages. D'une part, celui de la politique de l'architecture, qui prend naissance, faut-il le rappeler, en France au tournant des années 70 au ministère de la Culture. Plus précisément, c'est en réalité à ce moment que s'invente une politique publique de l'architecture qui se tourne vers la question de la qualité architecturale. Et d'autre part, c'est celui de l'héritage du ministère de la Transition écologique et de ses entités préfiguratrices, dont en réalité le célèbre ministère de l'Équipement, avec ses deux bras armés, qui étaient la direction de la construction, désormais l'ADHUP, et puis le plan construction, devenu le plan urbanisme construction architecture, le PUCA, qui opère en réalité dès 1971 les premiers programmes visant à des réalisations expérimentales et qui donne une lecture critique sur la question des grands ensembles. Alors bien évidemment, à travers une lecture rétrospective, les expérimentations menées furent autant celles de franche réussite que de déconvenues, notamment sur la question de la qualité architecturale. Et soulignons que dans cet héritage, dans cette histoire associée à la construction de cette expérimentation en France dans le logement, il faut souligner également le rôle prépondérant en réalité que vont jouer les collectivités territoriales, notamment au tournant des années 2000, avec la place prépondérante que prendra par exemple la question des réinventons. Avec un œil donc critique et neuf, l'AMI engagée pour la qualité du logement de demain emboîte en réalité le pas d'une nouvelle manière de faire projet, avec bien évidemment les suites du rapport Girometti-Leclerc et puis bien évidemment celui du référentiel et du rapport qui avait été proposé par Pierre-René Lemas en 2021. Engagé pour la qualité du logement de demain est donc le témoin de cette nouvelle époque de l'expérimentation, accompagnatrice des territoires et des collectivités. Engagé pour la qualité du logement de demain, c'est désormais aussi la conjonction simultanée de ces deux ministères, le ministère de la Culture, à travers la mobilisation de la DGPA, et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et ses ministères délégués à travers la DGLN. Merci, cher Damien, de ta présence. Ils étaient jusqu'alors relativement divisés. Ils s'engagent à travers, notamment, engagés pour la qualité du logement de demain, à travers cette question de la qualité d'usage, à faire conjuguer quantitatif et qualitatif, qualité environnementale et qualité architecturale, sobriété et abordabilité. S'il y a une concentration de projets en réalité aujourd'hui en Île-de-France, sur l'AMI, à Marseille, à Bordeaux, ce que vous voyez ici à l'image, cela ne doit pas occulter que près d'un quart des projets s'inscrivent en réalité dans des territoires ruraux, montrant en réalité que l'innovation dans le logement est partout. Cela se traduit à travers quelques exemples, des projets intergénérationnels à Cancale et à Foix, des projets inclusifs à Ménil-en-Ours, à Senior sur Salle de Barbezieux, Sevran, pour répondre notamment aux besoins des évolutions démographiques avec la conception et la forme architecturale du logement adaptée à son territoire. C'est également des opérations qui proposent, dès la conception, un potentiel en réalité d'évolutivité et la recherche de davantage de modularité dans la cellule du logement, la réversibilité des fonctions. C'est le cas notamment des projets qui sont portés par 3F Notre Logis à Roubaix et à Lille. Des initiatives conjointes des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage pour
appuyer en réalité le développement de matériaux bio et géosourcés locaux, que ce soit des matériaux de structure ou des isolants, à Angers avec la terre crue, à Arnes avec les isolants biosourcés, à Mamoudzou par exemple avec le bambou ou encore la question du torchis. Enfin, ce sont, je pense, important de le souligner, des nouvelles techniques comme des procédés hors site qui se développent et qui s'accélèrent, avec notamment qui permettent d'accélérer la phase de chantier, réduire les coûts, réduire les risques notamment de défauts. Je pense au projet notamment de Foix ou encore le toit temporaire urbain. 49% des projets sont portés par des bailleurs, démontrant en réalité la place centrale qu'ils jouent dans l'innovation. C'est un quart des projets qui sont de la réhabilitation. À date, où en sont en réalité les lauréats ? 39% des projets sont encore dans des phases d'études préopérationnelles. 10 projets sont encore en cours, en réalité, de sélection des maîtrises d'œuvre. 21 sont en cours de dépôt de permis de construire, 14 en phase de consultation des entreprises, 14 désormais en chantier et 5 opérations livrées. Le premier trimestre, en réalité 2024, marque indéniablement une accélération de la mise en chantier. C'est, je crois, un des points d'interpellation. Depuis, en réalité, l'annonce en 2022, les 97 lauréats sont accompagnés et je voudrais, en réalité, une nouvelle fois, remercier la Banque des Territoires qui nous soutient en particulier et qui vient soutenir en particulier les 20 projets incubés avec près de 3 millions d'euros que nous avons pu déléguer en soutien à l'ingénierie. L'accompagnement en lumière met en lumière, en réalité, un certain nombre de freins important. Je pense en particulier, vous nous avez fait remonter la question des surcoûts liés aux innovations proposées dans une conjoncture complexe, coût des matériaux, hausse des taux, baisse de la commercialisation, financement des coopératives, seconde vie des bâtiments, notamment dans le parc social, le financement de la recherche et développement. Des freins assurantiels et techniques pour des matériaux biosourcés et pour la question du réemploi, des freins juridiques et administratifs liés au contexte et aux enjeux réglementaires, des difficultés de portage dans le montage économique et juridique dans les territoires notamment détendus ne disposant pas en réalité de maîtrise d'ouvrage. Porter une opération de logement, c'est donc par essence être confronté à des freins. Et le pari que nous avons fait, c'est de les documenter, d'aider à les dépasser, mieux bien évidemment, de faire en sorte de les lever. Et ces freins sont désormais travaillés avec l'ensemble des directions d'administration centrale et l'ensemble des partenaires concernés. Et aussi, un travail important est engagé, et je vous remercie pour votre mobilisation forte sur ce sujet, sur la capitalisation, le potentiel de réplicabilité des solutions proposées, et qui fera l'objet, dans les prochaines semaines, d'un colloque qui lui sera dédié. Les leçons d'engagé pour la qualité du logement de demain seront présentées à l'occasion de ce colloque, mais permettez-moi d'en esquisser en réalité quelques sujets. Les projets lauréats montrent un renouveau de la conception de logement en matière notamment de logement traversant et de logement bi-orienté. Les réponses sont à distance d'une logique d'épaississement des bâtiments qui, ces dernières années, a aussi prévalu. Marielle Mbadia parle de dérive de l'immeuble épais. Le XXe siècle a été celui de l'apparition du séjour, le XXIe siècle est celui de la disparition, on pouvait lire récemment. L'expression réinterroge bien évidemment le plan du logement, la programmation des logements, qui est de plus en plus blanche, pour reprendre les termes de Sophie Delay. Aussi, la cuisine est discutée, la chambre est en même temps un espace de travail depuis le Covid-19 pour 16% des travailleurs. En substance, les projets réinterrogent l'articulation plan-fonction. L'indicateur qui a été aussi débattu par les équipes a été celui de la surface des logements. Selon l'INSEE, la surface des appartements stagnait depuis 25 ans. Elle recule désormais et il est vrai que dans le même temps, on connaît une diminution de la taille des ménages qui a permis en réalité de garantir pendant des années une augmentation de la surface par habitant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans le logement collectif et une réflexion est apportée sur la compacité des logements et dans des contraintes de surface actuelles, les espaces interstitiels, notamment de logement, la pièce en plus, l'espace capable, vous avez de nombreuses terminologies sur ce sujet, deviennent bien évidemment des espaces de travail, de rangement et là encore, le plan évolue.
Je voudrais souligner aussi l'évolution des processus de projet. Les méthodes de travail, notamment entre acteurs dans la production, la gestion des projets, montrent qu'il y a des évolutions importantes de la chaîne de production et des systèmes d'acteurs. C'est par exemple la mobilisation dès les phases amont de la programmation dans le cadre du logement, la place notamment des entreprises dès les phases APS pour des dispositifs plus innovants, et plus globalement, c'est la place de l'architecte que vous réexaminez dans le processus de production et qui est requestionnée notamment dans les projets lauréats. On constate également une place centrale des bailleurs sociaux dans l'innovation. 44% des projets sont en maîtrise d'ouvrage directe par des bailleurs. Cela constitue un véritable enseignement à rebours des vagues, en réalité, des appels à projets innovants, notamment la question des réinventés. Avec des opérations qui sont emblématiques, les réhabilitations ambitieuses et innovantes, pour notamment les résidences sociales, Batigère en particulier, cher Emmanuel, des résidences étudiants à Paris Habitat, des transformations de bureaux en logements par Lille Métropole Habitat. Des opérations qui répondent aux enjeux aussi des villes moyennes, en s'appuyant notamment sur des OPH locaux, je pense à Périgord Habitat, l'OPH de l'Ariège, des bailleurs et des coopératives qui portent des modèles d'accession sociale à la propriété, avec des pratiques en particulier collaboratives, Keredes, Le Col ou Rhône-Saône Habitat. Merci de votre présence. La communauté, en réalité, des acteurs d'engagés pour la qualité de logement est enfin pleinement engagée pour faire mieux avec moins. La profession s'est beaucoup concentrée, on le sait, ces dernières décennies, sur l'efficacité énergétique, notamment dans le neuf. Étant entendu qu'en réalité, on renouvelle chaque année que 1% du parc de logement, on a joué sur quelque chose de très petit, la question du neuf, et quelque chose qui est déjà finalement assez sobre. Tout le monde est conscient que désormais, il faut cibler les enjeux sur la réhabilitation. Il faut s'attaquer à l'énergie blanche, notamment dans l'ancien, le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le rafraîchissement, s'attaquer à l'énergie grise, notamment en termes d'énergie, l'énergie à l'intérieur du logement. Il ne faut pas construire finalement de contradiction entre sobriété et qualité. Et les suites d'engagés pour la qualité du logement démontrent qu'on doit pouvoir encore davantage porter d'attention sur cette question de la réhabilitation, qui était 25% des candidats à l'occasion de l'AMI, 40%, je le rappelle, pour les lauréats. Une sobriété qui devrait construire avec moins et porter davantage de réflexion sur la question de la qualité d'usage, qui conduirait finalement à faire plus. En un mot, et pour terminer, concernant, je voudrais porter un mot sur l'abordabilité qui était un des grands enjeux de ce programme et qui démontrait qu'il fallait peut-être faire mieux à un coût maîtrisé. Sur ce point, je voudrais qu'on puisse analyser, et ce sera Catherine Sabat qui en fera aussi la démonstration dans quelques minutes, sur ce que les études transversales ont montré sur le montage économique des opérations. Il ne faut pas raisonner à l'inverse, ne pas se demander ce qu'est finalement le coût supplémentaire de la qualité, mais prendre en considération la question du risque économique dans la durée et la question de la non-qualité dans le logement. L'expérimentation en 2024 n'est donc plus la même que celle en réalité de ces dernières décennies. Nous sommes 40 ans après les lois de décentralisation et de nombreux outils sont dans les mains en réalité des collectivités et des porteurs de projets. Faire de l'expérimentation nationale en 2024, c'est donc accompagner, à mon sens, des projets pilotes pour qu'ils fassent école, mais aussi pour qu'on lève les freins au bénéfice de tous les porteurs de projets, de toute la chaîne d'acteurs associés au logement. C'est aussi faire vivre des communautés d'innovateurs, créer des passerelles entre les territoires, entre les acteurs. C'est aussi ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que nous ferons collectivement aujourd'hui, capitaliser pour le plus grand nombre. En conclusion, la question que je nous adresse à présent, c'est celle de finalement comment on puisse faire avancer ensemble et comment passer d'une expérimentation qui soit singulière de vos projets, qui sont parfois isolés, à une culture de la solution expérimentale. Je vous remercie.